Bonjour à tous. Alors, je vais essayer aujourd'hui de ne pas trop vous submerger avec des données de biologie, mais plutôt de vous parler de la croissance, effectivement, d'une start-up dans le domaine des biotechnologies. Et je vais essayer de prétendre qu'après 12 ans, Vectalis commence à ressembler à une entreprise. Et donc, dans ce sens, je passe progressivement du statut de chercheur à celui d'entrepreneur. Et vous verrez que ce que je veux essayer de faire passer comme grand message, c'est que je suis à peu près convaincue que la nature du chercheur est assez semblable à celle de l'entrepreneur. Voilà. Alors quand même, quelques petits concepts fondamentaux en biologie. En fait, le métier de Vectalis, c'est de produire des outils qui dérivent de virus et qui permettent de transférer des gènes dans des cellules et des tissus. Donc juste avant de vous parler de ce métier et de comment on fait pour exploiter la machinerie virale pour transférer des gènes, je vais juste rappeler quelques concepts fondamentaux de l'organisation d'une cellule et en particulier du code génétique. Donc très simplement, au sein de nos cellules, il y a 3 niveaux de programmation. Il y a l'ADN qui code, et donc en ce sens, on peut dire que c'est le disque dur de notre organisme. Il y a l'ARN qui régule et qui organise, et on peut dire dans ce sens que c'est un peu le logiciel de cette organisation génétique. Puis enfin, il y a les organismes qui bossent, les molécules qui travaillent, les protéines, et c'est effectivement le matériel efficace, en tout cas fonctionnel. À côté de ça, on a des virus qui, comme tout parasite, cherchent à exploiter les ressources de l'autre pour se propager. Et du coup, eh bien, certains d'entre eux, qu'on appelle les rétrovirus, se sont dit, mais après tout, est-ce qu'il ne serait pas plus simple d'aller s'intégrer dans les gènes des cellules hôtes, parce qu'une fois qu'on sera nous-mêmes, notre propre génome, intégré dans leurs gènes, eh bien, ils ne pourront plus nous différencier. Et donc, on sera sûr de pouvoir exploiter la machinerie de la cellule pour me multiplier et donc pour coloniser l'organisme. Donc, j'ai fait un petit schéma, là, juste à côté, qui montre effectivement cet ADN qui est au sein du noyau, qui se transforme ensuite en ARN, et c'est cet ARN qui va donner la protéine, qui va aller exercer les fonctions dont notre organisme a besoin. Alors, ces rétrovirus dont je viens de vous parler, il y en a un qui est très connu, c'est le virus de l'immunodéficience humaine, qui est responsable du sida. Et en 1984, au moment de sa découverte, eh bien, on a été effectivement, en tant que chercheur, même spécialisé en virologie, on va dire à la fois terrorisé et subjugué par le mécanisme d'infection que ce virus avait développé, et notamment parce qu'une fois entré dans la cellule, qui est symbolisée ici, eh bien, il va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, insérer ici son génome dans celui de la cellule. À ce moment-là, la cellule ne va plus le différencier de ses propres gènes, et en fait, elle va se faire avoir, en quelque sorte. Il va exploiter toute la machinerie de la cellule pour produire plein de nouveaux virus qui, à leur tour, iront infecter de nouvelles cellules. En gros, le virus se propage. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, parce que c'est sur la base de cette découverte technologique, cette innovation quelque part technologique, que l'entreprise que j'ai fondée en 2005 s'est fondée. C'est sur l'identification du virus de l'immunodéficience humaine responsable du sida. En fait, on a cherché à utiliser les propriétés de véhicules de gènes de ce virus. Alors, comment on a fait ? Eh bien, en fait, c'est clairement à partir d'une recherche fondamentale, quand on s'est rendu compte que ce virus était responsable du sida, eh bien, on a décortiqué en fait ce virus pour le comprendre. On l'a complètement déshabillé progressivement, parce que c'est une technique qu'on utilise en biologie. On a enlevé les uns après les autres les morceaux de gènes qui composaient son génome pour le comprendre. Et en le déshabillant, on a bien identifié ses propriétés pathogènes. Et tout doucement, on lui a enlevé toutes ses propriétés pathogènes. Alors tout doucement, on aurait aimé faire plus vite, mais il s'avère que ça prend du temps quand même de faire toutes ces découvertes. On lui a enlevé toutes ses propriétés pathogènes et on lui a seulement gardé ses propriétés de véhicule. C'est-à-dire, je suis capable de rentrer dans une cellule, je suis capable d'aller jusqu'au génome de cette cellule et d'insérer mes propres gènes. Et au lieu d'insérer des gènes pathogènes, eh bien on s'est dit, on va les remplacer des gènes dont l'organisme a besoin, soit parce qu'ils sont déficients, soit au contraire parce qu'on veut améliorer certains processus. Donc en conséquence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé ce virus
en un vecteur, on l'a appelé un peu différemment, et dedans, on lui a mis des gènes utiles pour les cellules, soit pour compenser une anomalie génétique, la thérapie génique, c'est ce dont vous entendez parler souvent au moment du Téléthon par rapport aux maladies rares, Téléthon organisé par l'Association française contre les myopathies. Et puis, on l'a aussi utilisé beaucoup ces dernières années pour développer des modèles expérimentaux qui permettent de mimer une maladie dans des boîtes de culture dans les laboratoires. Donc, deux grands types d'applications, une à but thérapeutique et une à but expérimental qui permet à l'industrie pharmaceutique et aux laboratoires de recherche de comprendre la fonction des gènes et de découvrir de nouvelles molécules dirigées contre ces gènes. Quand Vectalis s'est créé en 2005, on n'avait pas beaucoup plus que ces données-là. C'est-à-dire on avait démontré qu'on était capable d'utiliser ce type de vecteur pour transférer des gènes dans des cellules, mais pas beaucoup plus. Donc on était très loin du marché. Et en plus, vous imaginez bien à quel point, quand on a créé l'entreprise, l'utilisation de ce virus était encore très réglementée et nécessitait d'avoir des locaux très particuliers, parce que ce n'était pas du tout encore dans les habitudes des laboratoires. Donc on était vraiment sur une recherche fondamentale. Donc grâce, encore une fois, on va encore la citer, à la loi Allègre en 2005, en fait, je crée Vectalis à Toulouse. Après plus de 15 ans d'expérience en virologie, d'abord à l'Institut Gustave-Roussy, donc spécialisé sur le cancer, puis à l'Institut Pasteur dans le laboratoire du professeur Montagneux, et enfin à Généton en vectorologie à Évry avec le professeur Olivier Danos. Je quitte Généton pour donc monter cette entreprise que je monte à Toulouse, et l'entreprise rentre à l'incubateur Midi-Pyrénées en 2004. On a la chance d'être lauréat de ce qu'on appelait à cette époque-là le CETI, qui s'appelle aujourd'hui iLab, et on bénéficie d'une subvention de 400 000 euros pour un programme de recherche et développement de 800 000 euros. Donc ça, j'insiste pour dire que c'était un moment miraculeux, et en même temps, je suis convaincue qu'on l'avait mérité, mais aujourd'hui, ce type d'allocation pour la création d'entreprises innovantes est devenu assez rare, hein. Les montants ont beaucoup diminué. J'ai été pendant plusieurs années au sein de ce jury pour les autres entreprises, et c'est vrai qu'il est dommage de voir que les montants ont aujourd'hui diminué, parce que sans ce type de subvention, on aurait eu du mal à démarrer. Et puis, important à citer, une première levée de fonds, c'était une levée de fonds d'amorçage, fonds d'amorçage Midi-Pyrénées, donc un fonds régional de 150 000 euros. Donc vous voyez, quelque part, l'entreprise, pas encore de marché, pas encore la technologie, mais en gros 550 000 euros, plus mon apport de 50 000 euros, 600 000 euros de démarrage. Pour démarrer, un seul cadre de référence posé. Alors j'insiste, je pense que c'est important de se poser les questions de la mission et au moins de quelques étapes qu'on veut franchir au démarrage. La mission, c'est de se dire déjà, on est une entreprise de biotechnologie et notre métier, ça va être de développer, de produire et de commercialiser des vecteurs antiviraux, donc dérivés du virus de l'immunodéficience humaine. On se positionne sur une très haute qualité. Et ces outils vont être utilisés comme des outils de transfert de gènes pour modifier génétiquement des cellules et des animaux, pas les plantes. Donc les organismes qu'on génère sont des organismes génétiquement modifiés, mais effectivement, ils ne visent qu'à modifier des cellules ou des tissus pour des utilisations en clinique et en recherche de molécules. Pas d'usage végétal sur les végétaux. On se fixe 3 étapes. Il va quand même falloir développer la technologie pour le produire à grande échelle. Donc ça, c'était important. Ce qu'on savait faire à ce moment-là, c'est le produire à l'échelle du laboratoire. Il fallait le produire à grande échelle. Vous voyez les dates que j'ai mises à côté. 2005-2011. Ça n'est qu'en 2011 qu'on est capable de déposer un brevet qui protège la composition de ce produit et les méthodes qui permettent d'arriver à cette qualité de produit. En attendant, et c'est toujours une question difficile à trancher, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on attend, on continue de lever des fonds et on attend d'avoir une technologie mature pour aller sur le marché, ou est-ce qu'on va sur le marché et puis on vend une génération 1, puis une génération 2, puis une génération 3. Alors j'avais eu la chance de pouvoir assister à pas mal de séminaires sur l'innovation et j'avais écouté pas mal d'histoires où clairement il ressortait qu'il fallait y aller tout de suite et il fallait aller tout de suite sur le marché. Et j'ai eu envie de me dire, eh bien après tout, on va essayer.
Alors, j'étais vraiment pas sûre du résultat, mais j'avais envie d'essayer. Donc, on a fait le choix d'aller proposer une activité de service à façon à l'industrie pharmaceutique en France puis en Europe. Et j'ai pas mis de date de fin parce qu'on le fait toujours, même si on l'appelle plus service aujourd'hui, mais on n'a pas perdu l'habitude de travailler à façon avec l'industrie pharmaceutique. Et puis, on s'était dit, vraiment, l'objectif, c'est d'arriver un jour à un catalogue de produits prêts à l'emploi qui serait vendu à l'international par des distributeurs dans le monde entier. Et ça, on a commencé en 2012. Donc, vous voyez, on avait quand même une idée assez claire. Et j'avoue que quand j'ai relu, il y a quelques années, le document que j'avais déposé au ministère de la Recherche pour le concours de l'innovation, j'ai presque été surprise de le relire en ces termes. Mais clairement, c'était défini. On avait une grande question qui restait ouverte. Était-il possible de développer dès lors un médicament? On ne savait pas répondre au fait, savoir si la technologie le permettrait en termes d'efficacité, de sécurité, puis d'éthique. Puis on ne savait pas si l'environnement le permettrait, la réglementation, l'écosystème. Est-ce que les investisseurs seraient prêts? Est-ce qu'on trouverait les partenaires pharmaceutiques? Est-ce que les collectivités locales nous suivraient également pour mettre à disposition ce type de locaux? Voilà, on n'avait pas les réponses, on a fait le choix de ne pas y aller tout de suite. Et vous verrez à la fin qu'on vient d'y aller, donc on aura mis 12 ans pour répondre à toutes ces questions. Donc, les fondations de l'entreprise, eh bien, c'est vraiment la recherche, c'est vraiment l'expertise scientifique, et ça, c'est important d'avoir ça en tête. L'expertise scientifique, c'est vraiment le socle d'une entreprise innovante. Donc, bien sûr, le fondateur, je ne reviens pas sur ce que je vous ai déjà dit, mais également une équipe. Et c'est vraiment un point très important, c'est-à-dire que dans nos entreprises, l'équipe, elle est clé. Et c'est vrai que sur l'équipe scientifique, au sein de Vectalis, il n'y a pratiquement pas eu de turnover depuis le démarrage, parce qu'en fait, on fait en sorte de garder les gens. Ils ont des parts dans l'entreprise, pour ceux qui constituent ce socle, et ils sont vraiment, au même titre que peut l'être un fondateur, le fondement de nos entreprises. Alors, mon but aujourd'hui, ça va être un peu de donner les grandes étapes de ces 12 ans. Et on va commencer par cette création. Et notamment, je vais essayer de montrer à quel point on doit faire cohabiter cette expertise scientifique, même si c'est le socle, avec les autres métiers de l'entreprise. Je pense que ça fait partie des challenges du développement de nos startups, c'est-à-dire de rester scientifique, mais d'y adjoindre des compétences fortes en termes commerciaux, marketing, financiers. Quelque part, on doit être des experts un peu partout, et c'est bien l'enjeu et la complexité de nos entreprises. Donc, je passe très vite sur le développement technologique. Ce qui me semble important, c'est de dire qu'on s'est tout de suite focalisé sur un différenciant. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait pas mal de laboratoires académiques qui faisaient la même chose que nous, même des plateformes, on va en parler après, académiques, qui proposaient leurs services à l'industrie pharma et aux autres laboratoires. Donc nous, notre position a été de nous dire on sera les meilleurs. On sera les meilleurs, notre technologie sera différenciante, elle sera plus rentable, et puis également le produit qui sera issu de cette technologie sera meilleur, sera un produit de haute qualité qui va permettre aux équipes de travailler sur des cellules fragiles, sur des cellules souches, et qui font qu'elles seront modifiées génétiquement, mais c'est la seule modification qu'elles n'auront pas de retard de croissance, elles n'auront pas de physiologie modifiée par le fait qu'on a produit quelque chose qui n'est pas parfaitement pur. Donc on était focalisé sur l'efficacité et la pureté, on ne voulait pas d'effets secondaires. Donc pour ce faire, on a aussi fait en sorte de collaborer. Alors ça, c'est un point qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire nos petites startups, aussi bons soit-on, on n'est souvent pas très nombreux, surtout dans les premières années, et il faut absolument continuer, si on veut être différenciant et meilleur que les autres, il faut être proche des meilleurs, donc il faut constituer des programmes d'excellence, et je pèse mes mots quand je dis d'excellence, parce que quand on va vendre à l'industrie pharmaceutique, quand ils nous disent « mais pourquoi vous êtes les meilleurs ?» Eh bien en fait, parfois, ils ne nous posent même pas la question quand on leur présente nos projets collaboratifs, parce qu'ils voient qu'on est financé par l'Europe, par des projets de compétitivité avec des laboratoires d'excellence. Donc, juste quelques programmes. Donc, on a travaillé pendant pas mal d'années avec des laboratoires ici français, comme le laboratoire des cellules souches à Évry, Selectis, qui est une entreprise encore plus vieille que Vectalis, mais très connue à l'international, et d'autres partenaires à Strasbourg. Donc, ces programmes, ils visaient toujours à prendre une application qui n'était pas encore dans les habitudes de l'industrie, et de faire en sorte qu'on allait l'industrialiser pendant ces quelques années de façon à mettre un produit sur le marché.
Donc le but, ce n'était pas seulement de faire de la recherche et d'avoir des partenaires, mais également d'avoir des livrables qu'on allait pouvoir vendre. Donc deuxième programme, un programme cette fois financé par l'Europe, 7e PCRD. Alors pourquoi est-ce que, en tout cas dans le cas de Vectalis, on est très friand des programmes européens? Parce qu'ils nous ouvrent à l'international. C'est-à-dire que quand on va en Angleterre en ne travaillant qu'avec des laboratoires français, bon, c'est bien, mais on travaille qu'avec des laboratoires français. Alors que quand on est capable de dire on travaille avec l'université de Cambridge, bien tout de suite, ils nous considèrent différemment, ils vont avoir plus confiance. Donc on passe cette barrière de l'inquiétude et de la confiance, et c'est vraiment important de passer par ce type d'intermédiaire parce que ça crédibilise l'entreprise à l'international. Troisième type de programme, où là, je ne rentre vraiment pas dans les détails techniques, mais on est plus focalisé maintenant sur le petit animal pour avoir des modèles petits animaux prédictifs de maladies. Mais vous voyez que depuis que Vectalis existe, on a toujours eu des programmes collaboratifs avec des équipes d'excellence qui nous ont portés et qui nous ont donné une crédibilité pour nos clients. En dehors de cette crédibilité, je viens de vous le dire, on a à chaque fois recherché des livrables à ces programmes partenaires. Alors souvent, on entend dire il faut mettre l'entreprise innovante dans un écosystème favorable parce que des programmes se créent à la machine à café. Alors je veux bien y croire, et je pense que c'est bien si ça se passe à la machine à café, ça peut être rapide, mais je crois plutôt qu'on a une vraie responsabilité à se poser la question quels sont les leviers pour qu'on puisse mettre sur le marché des produits innovants, et qu'en fonction de ça, on identifie des laboratoires, toujours d'excellence, qui peuvent nous emmener plus vite et accélérer notre développement pour la mise au point de ces produits. Et donc, sur la diapositive, j'ai marqué, en gros, à chaque programme qu'on a mené, vous voyez en dessous, on a une offre commerciale qui a été mise sur le marché. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait l'objectif de mettre une offre de service sur le marché. Et bien, en fait, grâce à ces premiers programmes, on a pu mettre cette offre de service avec la crédibilité de partenaires industriels. Après ces deux programmes, qui nous ont quand même occupés pendant 3 ans, eh bien, on a pu, en 2012, lancer cette offre de produits standards, cette offre catalogue, qui était l'objectif initial de Vectalis. Et quelque part, on l'a construit pour ça. Et c'est ce qui nous a permis de séduire des distributeurs. Et puis, le dernier programme dont je vous ai parlé, qui devrait se terminer à la fin de cette année, eh bien, c'est ce programme qui nous a amené à mettre au point un nouvel outil de transfert de gènes, qui cette fois est non intégratif, et c'est ce programme qui nous a amené vers un outil thérapeutique et qui nous a amené cette année à créer une nouvelle entreprise qu'on a appelée FlashCell et à lever de l'argent pour développer cette nouvelle structure à but thérapeutique. Donc voilà, j'insiste beaucoup sur ces points pour dire que la recherche dans nos entreprises, elle doit rester permanente, mais elle doit être toujours focalisée, en tout cas à l'échelle de l'entreprise, vers un objectif de développement de l'entreprise. Alors, on n'a rien contre la recherche fondamentale à ce stade, mais on considère que c'est plus notre rôle à nous, c'est le rôle de nos partenaires au sein des programmes, mais nous, Vectalis, on a vraiment à emmener l'entreprise vers ses objectifs. Alors, en parallèle, dans le monde de la biotechnologie, on raisonne rarement sans la propriété intellectuelle. Alors, dans les premières années de l'entreprise, on va beaucoup plus être focalisé sur l'équipe et la capacité de l'équipe à faire. Mais au bout d'un moment, effectivement, si on doit aller lever de l'argent, et c'est souvent le cas dans nos domaines, ce qui va être audité et ce qui va être regardé également par nos partenaires industriels, c'est notre portefeuille de propriété intellectuelle. Ici, donc, j'ai mis les 4 familles de brevets, et aujourd'hui, on en a récemment une de plus. Mais également, j'insiste sur les licences d'exploitation. C'est-à-dire que les technologies qu'on utilise sont souvent très complexes et font souvent appel à des technologies différentes. On mélange des gènes pour que ce soit encore plus efficace. Et donc, eh bien, il nous arrive très régulièrement de devoir aller acheter des licences aussi à des universités, à des tiers en tout cas, pour aller exploiter en toute liberté et pouvoir assurer à nos clients qu'il n'y a pas de contrefaçon. Alors c'est un sujet qu'on a souvent tendance à négliger en France. En revanche, dès qu'on commence à vendre aux États-Unis, ils ne le négligent pas du tout.
Et nous, tous nos distributeurs ont fait un audit de notre propriété intellectuelle pour vérifier qu'on était propre et qu'ils pouvaient bien vendre nos produits sans risque. Donc ça, c'est vraiment important au cours du développement de l'entreprise d'investir dans le domaine de la propriété intellectuelle, d'investir dans le domaine de la liberté d'exploitation et d'identifier les brevetières sur lesquelles on doit acheter des licences. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est en avoir peur. Parce qu'au début de Vectalis, moi, j'avais peur de ça. Comment on va faire? On va être bloqué. Et en fait, on se rend assez vite compte que non. En fait, on doit négocier. On doit aller acheter. Mais ça s'achète. Et moi, je me suis vraiment dit à des grandes organisations américaines, ben, je peux pas, c'est trop cher. On est petit, vous êtes gros. Et d'arriver à construire un achat de ce droit à l'exploitation dans des conditions qui étaient compatibles à notre développement. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller négocier et il ne faut pas avoir peur d'effectivement de demander un prix qui soit compatible avec le développement qu'on peut faire, avec des différés de paiement, avec tout un tas de subtilités économiques qui font que ce type d'achat devient possible. Et je peux vous assurer que vis-à-vis de tiers, quand on identifie des gens qui essaient de vendre la même chose que nous sans les droits, on leur fait assez vite comprendre que ça va nous énerver et qu'effectivement, ils n'ont pas les droits pour le faire. Donc c'est quand même une vraie barrière à l'entrée et important de l'utiliser. Alors un sujet qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup parler et réfléchir avant de parler au statut du chercheur entrepreneur, du chercheur fondateur. Moi, quand j'ai créé Vectalis, je crois que même malgré de multiples formations, on va le voir, je visualisais quand même pas vraiment les métiers auxquels j'allais soit m'opposer, soit devoir me confronter. Au départ, j'ai reçu une formation assez généraliste à l'incubateur Midi-Pyrénées. Je pense que c'était une bonne initiation. À l'époque, les incubateurs prenaient vraiment en compte le statut de chercheur. C'était créé par le ministère de la Recherche, donc c'était quand même fait pour nous. Quand on regarde aujourd'hui les incubateurs, en tout cas celui de la région Midi-Pyrénées, la mentalité a beaucoup changé. Aujourd'hui, ils préfèrent de loin des gens qui sortent d'écoles de commerce, parce qu'effectivement, ils considèrent que c'est beaucoup moins risqué que de l'innovation technologique, où ça prend du temps, il faut financer longtemps, etc. etc. Donc, on se rend compte que ces incubateurs ont été tout doucement détournés de leur première vocation, qui était d'accompagner des chercheurs. En tout cas, vu la date 2005, moi, j'ai pu bénéficier vraiment d'un encadrement qui nous était dédié, et c'était un bon démarrage. Ensuite, j'ai suivi une formation dirigeant de PME, et où je pense que j'ai vraiment appris, encore une fois, que des bases, mais toutes les bases du métier. C'est une formation pendant 1 an, à raison de 4 jours par mois. Après, j'ai eu la chance, en tant qu'entreprise labellisée BPI Excellence, de bénéficier de formations à HEC exécutive. J'essaie d'y aller au moins 3 à 4 fois par an, parce qu'on a vraiment des interventions qui sont interpellantes et inspirantes. Interpellantes parce que par moments, on se rend compte qu'on fait des erreurs, parce qu'on entend des choses où on a l'impression d'avoir un miroir en face de nous, et inspirantes parce qu'ils donnent de nouvelles approches et ils sont vraiment innovants dans les métiers marketing commerciaux notamment. Et puis j'encourage tout le monde, effectivement, tous les chercheurs entrepreneurs et tous les entrepreneurs en général, d'interagir entre eux. C'est-à-dire que moi, j'ai une vraie source d'inspiration à discuter avec les autres entrepreneurs de la filière santé, en particulier dans une association locale, mais également à chaque fois que l'occasion m'est présentée, c'est-à-dire de parler ensemble et de se poser des questions et de voir comment on peut s'aider. Donc, avant de passer à la suite, le chercheur fondateur, dans les premières années de l'entreprise, il apprend beaucoup, et je pense que ça reste effectivement quelque chose qui fait partie du métier de chercheur. C'est-à-dire un chercheur, il apprend tous les jours, et je pense qu'un entrepreneur, il apprend aussi tous les jours, donc c'est vraiment une caractéristique commune. Un point qui me semble vraiment important, c'est parler du développement commercial, parce que pour un chercheur, vendre, il n'a vraiment pas été formé à ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très surprenant au départ. Donc moi, j'ai tendance souvent à dire que j'étais fille de boulanger-pâtissier, donc petite, régulièrement, j'étais sollicitée pour rendre la monnaie.
Et je ne sais pas si c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans la vente, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, ça ne suffisait pas comme formation, c'est-à-dire que vendre est quand même un vrai métier, et il faut quand même avoir un certain apprentissage. Donc, je vais juste revoir les différentes étapes de notre vie commerciale. Donc, d'abord, la plateforme pour une offre de service globale, et puis une offre beaucoup plus structurée de services, puis enfin, la vente de produits par l'intermédiaire de distributeurs, qui sont des systèmes de vente complètement différents. Donc ici, je vous ai brièvement décrit la plateforme pour l'offre de services globale que l'on fournit. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs étapes. On essaie de fournir une offre complètement intégrée qui va de la biologie moléculaire au modèle cellulaire ou animal génétiquement modifié qui peut directement servir de produit. Donc en gros, on s'est un peu mis tout nu devant l'industrie pharmaceutique. On leur a dit, voilà tout ce qu'on sait faire, et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Et parmi ça, effectivement, ce qu'ils ont apprécié chez nous, eh bien, c'est ce qu'ils apprécient en général quand ils vont voir aussi des plateformes académiques, c'est qu'ils trouvent une vraie technologie à forte valeur ajoutée. Et puis, comme elle est en cours de développement, effectivement, on a tendance à tenter de répondre à toutes leurs questions. Donc, ils ont des scientifiques experts, et puis on a une organisation très ouverte et très flexible, pas d'offres figées, et on travaille vraiment dans une approche à façon. En général, on s'entend très bien avec les clients de ce type de plateforme, parce que ce sont des chercheurs. Et ce sont aussi ce qu'on appelle dans le jargon commercial des early adopters, c'est-à-dire des gens qui aiment les nouvelles technologies, aiment le changement. Et puis en même temps, je me suis rendu compte que ces gens-là étaient souvent dans le réseau de mon réseau. C'est-à-dire qu'on tournait un peu en rond, on était dans la même philosophie, envie de faire des choses nouvelles, envie de changer l'histoire de la biologie et des approches qu'on pouvait développer. En revanche, c'est une approche risquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rentabilité, ou peu. On prend un gros risque, c'est-à-dire que notre technologie soit transférée chez des tiers, parce que il faut faire des bons contrats, et quand on est jeune, ce n'est pas toujours notre force. Donc, il faut faire très attention. Et aller vendre tôt, ça peut être très bien, parce que ça peut faire rentrer du cash, ça nous met en face du marché, ça nous habitue à vendre, il y a plein de points positifs. Mais attention à ne pas aller perdre de l'argent, à ne pas se faire prendre sa propre technologie, à ne pas être noyé dans des contrats, puis du coup, à oublier ce pourquoi on s'est créé, ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire ici, c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas offrir une offre flexible. On veut vendre des produits à forte valeur ajoutée. Alors, progressivement, on s'est structuré. C'est-à-dire qu'on a fait des offres de services qui étaient structurées, et on a regardé là où on était rentable et là où on n'était pas rentable. Et progressivement, bien, on a vraiment mis en place des offres de services qu'on a appelées produits, même si c'était à façon. Mais tout était mieux construit avec un contrat type. On commençait à savoir ce qu'on pouvait accepter, ce qu'on ne pouvait pas accepter. Alors, cette vente de services, quel est l'intérêt quand même tout au long? Eh bien, c'est qu'on travaille sur la robustesse de la technologie. Parce qu'on doit vendre une offre structurée, nos clients vont commencer à être exigeants, et donc nous, il va falloir qu'on y arrive. Donc, on commence à faire rentrer la qualité dans les services, et on commence vraiment à structurer. On met en place des offres spécifiques, et puis on commence à réfléchir au marché et à nos concurrents. On a vraiment une base de données clients, et on met en place une organisation commerciale globale avec une segmentation client, activité. Donc les risques, c'est toujours que la rentabilité est moyenne, mais elle est meilleure. On a beaucoup de temps qui se passe en négociation avec les achats et avec les circuits juridiques, et on a à ce moment-là beaucoup de temps entre le devis et devenir réellement fournisseur de l'industrie pharma, parce que là, ils commencent à vouloir avoir des contrats cadres, et c'est compliqué. Mais vous voyez que ça contribue, et quelque part, ça nous aide à financer également la structuration et la croissance de l'entreprise. Et puis, il y a enfin la période à laquelle on voulait arriver. Alors, on s'est un peu industrialisé, structuré. On a commencé à comprendre des produits que les clients voulaient tous, et donc on a fait des produits à façon, en plus des produits standards.
Alors juste quelques petites images pour vous montrer des produits qui sont vendus par un de nos distributeurs dans le monde entier. Ce sont des produits qui permettent de rendre fluorescentes des cellules, soit rouges, soit bleues, soit vertes, soit jaunes, ou encore de marquer chaque petit organelle de la cellule. Alors on me dira à quoi ça sert. Eh bien, par exemple, quand vous marquez des cellules en fluorescence, eh bien, quand vous réinjectez ces cellules fluorescentes, quand elles sont tumorales à des animaux, eh bien, vous pouvez les suivre et comprendre le développement tumoral chez l'animal. Puis vous pouvez aussi regarder l'efficacité d'une molécule en regardant l'efficacité de disparition de cette fluorescence. Mais c'est vraiment une approche fondamentale qui permet de suivre, soit chez l'animal, soit dans des modèles, dans des boîtes de culture, pour regarder effectivement si des molécules sont actives ou pas. Et ça, c'est des produits qui sont très utilisés par l'industrie pharma. Alors, les caractéristiques de cette vente de produits, eh bien là, on va commencer à parler de production. C'est-à-dire qu'on a une vraie plateforme de production. On a des techniciens de production qui ne sont pas des techniciens de recherche. On est dans une démarche de qualité, on a même une démarche d'amélioration continue qui est en place, et puis on réfléchit au GMP, c'est-à-dire, aux bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire, quelque part, ça nous amène à nous dire, on vend des produits et on doit attester que ces produits sont produits dans une démarche de bonne pratique de fabrication. Et puis beaucoup de réglementaires, effectivement, parce que nos produits sont des OGM. Ils voyagent à travers le monde, donc imaginez tout ce qui est transport, tout ce qui est utilisation, tout ça doit être parfaitement déclaré et réglementairement acceptable. À côté de ça, on a monté une nouvelle marche dans le commercial, c'est-à-dire qu'après avoir négocié des accords avec les utilisateurs finaux, on a dû négocier des accords avec des distributeurs. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile et surtout, c'est une des choses qui ne m'a pas plu du tout, mais il a fallu quand même le faire, mais on a été très accompagnés pour le faire. J'aimais bien tout ce qui était discussion sur la propriété intellectuelle, mais réellement les contrats de distribution avec les pourcentages, les montants, le nombre de lots d'avance, etc. Ça, je ne peux pas dire que c'était absolument passionnant. En revanche, si c'est mal fait, ça peut être complètement catastrophique pour l'entreprise, parce que si vous se trouvez à gérer des stocks gigantesques, ça peut être absolument dramatique. Donc il faut que ce soit bien fait. Et puis on a changé de clients. On a donc maintenant on a des clients directs qui sont nos distributeurs, mais on a aussi les clients indirects, les utilisateurs finaux, les chercheurs et les techniciens, avec qui nous assurons quand même la prévente et puis le support technique. Eh bien, les risques, c'est celle de toute activité de production. On a toujours les risques d'avoir une production variable avec des moments où les distributeurs veulent tous le produit et puis des moments où, en fait, ils n'en veulent pas. Et donc, pour nous, c'est la gestion des stocks qui est compliquée. On doit gérer une force de vente de distributeurs qui est difficilement contrôlable, qui est un peu partout dans le monde. Donc, si le produit n'est pas pour eux extrêmement rentable, ils vont préférer en vendre un autre. On n'est pas toujours à côté d'eux, donc c'est des fois assez compliqué. Et on peut ne pas avoir tellement de visibilité sur les ventes. Produit par produit, on a une visibilité qui est plutôt globale. Et dans tout ça, que devient le chercheur fondateur ? J'ai trouvé que le titre, c'est-à-dire il vend. En tout cas, il contribue aux ventes, bien sûr pas tout seul. Aujourd'hui, on a une équipe commerciale, une équipe qualité, mais quelque part, on vend. Toujours sur la base du réseau technique et scientifique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance des produits, je vais me retrouver à nouveau au centre de l'histoire, parce que je vais utiliser ce réseau technique et scientifique en publiant avec eux de façon à lancer les produits. Toujours en développant une offre structurée, et on a été très aidés par des consultants. Je pense que dans nos petites entreprises, il ne faut pas hésiter à faire appel à des tiers, à des consultants qui sont experts et qui nous évitent de réinventer l'eau chaude en mettant 3 fois plus de temps à les aider. Mais il faut bien les choisir. Et puis surtout, dès qu'on a appris, il vaut mieux intégrer une fonction et faire en sorte que quelqu'un le fasse chez nous, ça revient moins cher. Mais au départ, il faut vraiment ne pas hésiter à se faire aider à chaque fois que c'est possible. Un point très important, écouter les clients, analyser leurs besoins. Il faut toujours être capable de s'adapter et de changer. Et ça, je pense qu'encore une fois, c'est une grande force du chercheur. C'est-à-dire que moi, je me rends compte encore aujourd'hui que ceux qui entendent le plus au sein de Vectalis par rapport aux clients, ce sont souvent les équipes techniques, parce qu'elles entendent effectivement qu'il y a peut-être un problème et elles écoutent. Alors que des fois, les équipes commerciales ont tendance à parler, et tout obligé de leur dire, mais il a dit ça. Et c'est important de le prendre en considération.
Et puis l'enjeu, c'est vraiment de former une équipe commerciale et technique. Je n'ai pas mis 2 équipes, j'ai mis une équipe mixte commerciale et technique. Moi, je fais en sorte, et je fais mon maximum pour que ces 2 équipes, ces 2 typologies de personnes s'entendent et travaillent ensemble et constituent une chaîne des ventes. Et ça, c'est pas simple. Parce que la nature du commercial et la nature du chercheur, c'est quand même des natures qui sont absolument opposées. Donc on a fait pas mal de sessions de management au sein de Vectalis, en passant par des systèmes comme le MBTI, se focaliser sur soi, sur ses sources de progression. Et c'est très important de faire en sorte que ces gens-là travaillent ensemble et de façon plaisante, c'est-à-dire qu'ils ne s'obligent pas, qu'ils aient envie d'être ensemble. Et puis surtout, de continuer à garder une dynamique au sein de l'entreprise qui vise à apprendre. J'accorde beaucoup d'importance sur ce point, apprendre. Donc je reste très peu sur cette complémentarité, mais vous voyez qu'on a un processus de vente qui commence bien sûr par le manager commercial, qui va très vite aller vers le support technique, puis vers le leader du projet technique, qui va retourner au niveau du commercial pour formaliser un devis puis une commande, et puis retourner vers les équipes techniques pour réaliser le projet, avec un support technique qui va assurer un suivi derrière. Donc vous voyez qu'on a une chaîne qui implique pratiquement en permanence les commerciaux et les techniciens, et tous ces gens-là doivent aimer travailler ensemble. Le dernier point dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le financement. Parce qu'effectivement, c'est la deuxième grande difficulté du chercheur. Moi, quand j'ai commencé, la seule chose que je savais faire, c'était un budget, parce qu'effectivement, on me demandait, en tant que responsable de groupe, de devoir fournir un budget. Alors, j'avais eu la chance d'être dans une unité mixte, c'est-à-dire qui était CNRS Généton, qui est à Évry, et donc on avait aussi un département RH, un département compta local, et on avait vraiment une mission de responsable de groupe en termes de management et en termes de budget. Donc on avait eu des formations là-dessus et j'avais quand même une préparation. En revanche, elle ne dépassait pas le budget. C'est-à-dire j'avais mon budget, une fois par mois, le comptable nous rendait l'état de notre budget et on suivait. Alors que là, vous allez voir que les financements que Vectalis a dû mettre en place au cours de sa vie, c'était financement permanent et multiple, pour un cycle de développement assez complexe et un cycle de vie de produit qui est tout de même assez rapide. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais financer nos entreprises, ça fait appel à du capital risque, d'amorçage, et aujourd'hui on est plutôt dans le capital risque, aux banques, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte de ne jamais acheter en cash la moindre machine de l'entreprise, donc tout a toujours été acheté en crédit bail. Quand j'avais démarré, tout le monde m'avait dit que c'était impossible, à part mon commissaire aux comptes qui m'avait dit mais si, il va juste falloir leur montrer un prévisionnel qui est remboursable. J'ai travaillé avec lui, on a monté des prévisionnels et je n'ai jamais acheté une machine en cash, ce qui a permis de mettre nos finances plutôt pour financer des gens plutôt que de financer des machines. Et puis, toujours des subventions. Tous les projets que je vous ai montrés ont tous été subventionnés, soit par l'Europe, soit par le ministère de la Recherche, soit par la région, soit par les pôles de compétitivité. En tout cas, et BPI, bien sûr, on a toujours reçu des sources de financement. Donc ça, c'est important, mais du coup, on n'arrête jamais. Des dossiers de financement, on en monte en permanence, soit pour des investisseurs, soit pour les banques, soit pour les organismes nationaux. Alors j'ai repris ce schéma, il a déjà été montré ce matin. J'ai pris ce schéma parce qu'effectivement, il y a quand même une vallée de la mort qui est bien connue des entreprises innovantes. Et il n'est pas toujours facile de... Il y a des fois, j'ai l'impression qu'on le vit à plusieurs reprises, parce que les produits qu'on développe, on va le voir dans les diapositives d'après, ils n'ont pas un cycle de vie éternel. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, les technologies, elles se remplacent très vite. Il y a une multiplicité de technologies qui est mise sur le marché en permanence. Et donc, on remet régulièrement des produits sur le marché. Et on en est même à créer une nouvelle entreprise pour un nouvel objectif. Donc, il y a des moments où on va très bien, on sent une croissance très forte, et d'autres moments où on se rend compte que, on va encore revivre un problème, en tout cas une problématique de financement, parce que chaque étape de développement peut faire appel à des risques financiers. Alors j'ai mis ce cycle, un petit focus sur le cycle de développement des technologies ici.
Donc, sans rentrer dans le détail, hein, mais j'ai affiché la thérapie cellulaire, la thérapie génique, les vaccins thérapeutiques, les protéines recombinantes. On voit que toutes ces technologies, alors les molécules chimiques, je les ai mis effectivement tout en haut, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on est en train de sortir, il n'y a plus beaucoup de molécules chimiques qui vont être mises sur le marché sur les traitements qui sont développés pour, par exemple, dans le cadre des cancers. On parle beaucoup d'immunothérapie, et c'est effectivement des technologies basées sur la thérapie génique et la thérapie cellulaire qui sont développées. Et en fait, on voit que ces technologies, elles passent assez vite, en fait. On a mis beaucoup d'espoir sur les anticorps monoclonaux pendant des années. Un argent considérable a été mis sur la table par l'industrie pharmaceutique. Et puis, aujourd'hui, on ne parle que d'immunothérapie. Donc, c'est un peu compliqué pour toutes ces entreprises qui ont mis des années un argent important à mettre sur le marché des produits, de voir qu'en quelques années, de nouvelles technologies arrivent et peuvent remettre en cause tous ces investissements. Donc, on a un cycle de vie qui est long, un cycle de développement qui est long, et parfois un cycle de vie qui est très rapide. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le sujet du moment. Pendant des années, on a dit l'industrie, développer un médicament, ça vaut le coup parce qu'on met peut-être 15 ans à le développer, mais après, il reste sur le marché pendant des années, et c'est un blockbuster, ce modèle-là. On y croit de moins en moins, et on croit plutôt aujourd'hui à développer des produits et à en développer un autre de façon permanente, de façon à ne pas perdre l'avance qu'on a sur une aire thérapeutique ou sur une maladie particulière. Et en fait, je voudrais finir sur le chercheur fondateur. J'ai eu la chance d'être sélectionnée par BNP Paribas pour aller à Stanford une semaine en formation. BNP Paribas a pas mal de femmes à la tête de sa gouvernance, et ces femmes ont décidé d'aider les autres femmes entrepreneurs. Et en allant suivre ces cours à Stanford, en fait, j'ai entendu beaucoup de choses qui allaient tout à fait dans ce sens de l'entrepreneur expérimental, où les opérations que l'on mène, elles peuvent être vécues comme des expériences dont le résultat, on l'analyse en temps réel et on s'adapte immédiatement. Et il disait régulièrement, s'il suffisait d'être formé et d'avoir les meilleures formations du monde pour réussir une entreprise, eh bien tout le monde les réussirait. Or, beaucoup de gens qui sont extrêmement bons ne le réussissent pas. Donc, pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas assez dans une démarche expérimentale. Donc, c'est vraiment important de se dire, oui, on conçoit des programmes, on conçoit des plans d'action, et il faut les adapter en permanence. Et il faut maintenir le management des équipes pour qu'elles ne s'écroulent pas dans ce contexte, parce qu'effectivement, c'est des fois épuisant de voir qu'on a battu une belle théorie, on a fait tout ce qu'on s'était engagé à faire, et on l'a bien fait, mais ça ne marche pas. Et ce qu'il faut, c'est analyser pourquoi, et toujours avoir un plan B, un plan C, un plan D. Et je voudrais terminer sur un point que j'aime beaucoup, c'est les 4 accords Toltec, c'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le développement personnel. Et je voudrais insister sur le deuxième, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Effectivement, je pense que ce qui peut être des fois difficile dans l'entrepreneuriat, c'est quand on s'assimile trop au choix de l'entreprise et en se disant c'est mon choix, je voulais qu'on le fasse. Non, il y a des moments où on se trompe. Et je pense que les chercheurs, on a été habitués à se tromper, parce que moi, dans ma carrière depuis chercheur, le nombre de fois où je suis arrivée le matin et j'ai réalisé que le résultat de mon expérience n'était pas du tout cohérent avec l'hypothèse que j'avais formulée, je pense qu'on est très bien formé à ça, et ça ne nous traumatise pas, au contraire, ça nous fait avancer dans l'analyse et ça nous fait avancer dans l'hypothèse numéro B et un jour la vraie réponse à la question. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on en fasse une affaire personnelle, il faut bâtir des idées, il faut les tester, et puis si elles ne marchent pas, il faut passer à une autre, mais pas se sentir pour autant vexé ou avoir un ego malheureux dans ces moments-là. Il faut au contraire rebondir sur du long terme. Voilà, je vous remercie beaucoup.